Un peu de pouvoir analyser quel va être les possibles impacts de la crise de 2008 sur les rivalités interimpérialistes dans le système capitaliste mondial, de voir si on peut effectivement comparer cette crise de 2008 à celle de 1873-1873 qui a été appelée la Gründerkrise puisqu'elle a affecté simultanément plusieurs économies capitalistes, notamment l'Allemagne et les États-Unis, et qui est souvent considérée comme un des tournants qui a amené le capitalisme vers une longue période de dépression. On appelait ça la Grande Dépression entre 1873 et 1895, et qui a été cette période dans laquelle le capitalisme a évolué vers son stade suprême, le stade impérialiste moderne capitaliste, et a amené finalement au conflit mondial de 1914-18. Alors ici, il va s'agir d'essayer d'un peu analyser quelques éléments, aussi bien du point de vue des contradictions internes du capitalisme, mais aussi des éléments géopolitiques qui différencient les situations de 1873, 1929 et 2008. Alors, si on prend la crise de 1873, le début du stade suprême impérialiste du capitalisme, c'est caractérisé par, en fait, le début du 19e siècle, comme vous le savez tous, est caractérisé par une position hégémonique de la puissance industrielle et commerciale britannique. La Grande-Bretagne est clairement libre-échangiste. C'est une évolution qui se fait entre 1815 avec la pensée de David Ricardo, les lobbies en faveur de l'abolition des corn laws, ces lois protectionnistes, et puis finalement l'affaiblissement du lobby colonial. Il y avait un système colonial, on va dire, qui existait dès l'époque du capitalisme marchand et du merchant warrior, des fameuses compagnies à charte. Mais le lobby colonial s'affaiblit au fur et à mesure que se développe l'industrie en Grande-Bretagne et que le débouché du capitalisme européen, le débouché que constitue l'Europe pour le capitalisme britannique est plus intéressant que les colonies. On va donc voir dans cette époque une période où il y a une hégémonie commerciale claire britannique qui va promouvoir le libre-échange à travers des éléments de théorie économique comme ceux de David Ricardo et la théorie des avantages comparatifs, mais qui va se diffuser aux États-Unis, en France sous Napoléon III, et qui s'accompagne également, évidemment, et ce qui facilite ce libéralisme, c'est une forte croissance qui est créée par l'onde longue, pour reprendre la terminologie de Trotsky, donc l'onde longue de l'innovation ferroviaire entre 1830 et 1860, qui est, si on préfère, la vague d'innovation technologique schumpeterienne, mais enfin, c'est un phénomène similaire, l'effet d'entraînement de ce passage au système de chemin de fer qui évidemment non seulement intègre beaucoup plus les marchés mais a toute une série d'effets d'entraînement sur de nombreux secteurs industriels. Alors, cette onde longue voit aussi la diffusion et le rattrapage industriel de l'Europe continentale par rapport à la Grande-Bretagne. Et donc, si vous prenez évidemment la part du commerce mondial des différentes grandes nations capitalistes en formation, vous voyez autour de 1800, où la Grande-Bretagne est la seule vraie nation capitaliste moderne, on est encore à une domination sans partage. Vous voyez tout de suite que la situation à la fin du 19e siècle a beaucoup évolué, parce qu'évidemment, entre-temps, se produit un rattrapage de la Grande-Bretagne, un rattrapage de l'Allemagne et des États-Unis surtout, mais même de la France dans une certaine mesure, qui commence à s'industrialiser et à rivaliser avec les produits manufacturés britanniques. Alors, le capital britannique va de plus en plus se spécialiser dans les services financiers, et d'ailleurs on va le voir, puisque la Grande-Bretagne va connaître à ce moment-là une détérioration de sa balance commerciale. Elle importe beaucoup plus qu'elle n'exporte, mais elle exporte des capitaux et elle se spécialise dans les services financiers. La place de Londres devient la première place financière du monde. On constate évidemment la fin de l'onde longue à partir des années 1860, la montée des activités financières qui va déboucher sur une vague de spéculation financière, ce culminant par la crise financière de 1873. Alors s'ensuit alors une longue période de dépression entre 1873 et 1895. Cette longue période de dépression, c'est à la fois la cause d'une crise financière, d'une crise de surproduction du capitalisme, de la difficulté de trouver de nouveaux débouchés, mais aussi dans cette période de chute des prix, de déflation de produits manufacturés, l'adoption de nouvelles technologies
qui sont celles qu'on a appelées souvent de la deuxième révolution industrielle, et qui ont comme effet de créer de nouvelles économies d'échelle. Donc c'est dans cette fin du 19e siècle qu'on va voir apparaître des firmes de très grande taille, puisqu'on va avoir une composition organique du capital qui va monter de manière dramatique, et on va avoir toute une série de firmes qui vont aller vers des processus beaucoup plus intensifs en capital. Donc pour donner un exemple classique, si vous prenez la métallurgie en 1850, elle est encore, avant le procédé Bessemer, on est encore à 1 demi-tonne de fer par coulée d'acier. Donc évidemment, on parle d'industrie sidérurgique de très petite taille, composée de certaines dizaines de personnes. Lorsqu'on va passer au procédé Thomas à la fin des années 1870, on va arriver à 750 tonnes. Donc une taille qui a augmenté 1500 fois. Donc on arrive évidemment à des géants comme Bethlehem Steel, US Steel, qui eux sont plusieurs dizaines de milliers de travailleurs du fait de ces innovations technologiques. Alors, ces économies d'échelle entraînent nécessairement une concentration du capital, puisqu'elles créent une situation plus instable où les plus grandes firmes ont un avantage en termes de réduction de coûts sur les plus petites firmes, ce qui entraîne en fait des vagues de fusion et d'élimination des plus petites firmes, qui débouchent sur une telle concentration du capital qu'on va arriver à l'émergence de grandes firmes. Et évidemment, ce stade de concentration ne permet plus d'envisager l'expansion du capital à l'intérieur du territoire national. En tout cas pour les pays les plus avancés, c'est-à-dire pour les États-Unis, pour l'Allemagne, pour la Grande-Bretagne et même pour la France, au fur et à mesure qu'on avance dans ce degré de concentration du capital. Alors évidemment, un élément qui a été peut-être un peu surestimé à l'époque par Lénine, parce qu'il se basait surtout sur les travaux d'Ilferding et sur l'analyse du capitalisme allemand, où le rôle des banques était très important, mais c'est clair qu'il y a un rôle croissant des banques, puisque pour financer ces investissements lourds dans des nouvelles technologies avec l'économie d'échelle, le capital financier devient de plus en plus interpénétré et proche du capital industriel. Donc à partir de ce moment-là, il est clair qu'il y a ce phénomène. Alors il est plus marqué en Allemagne que dans d'autres pays qui ont d'autres systèmes de financement comme les bourses aux États-Unis ou en Angleterre, mais néanmoins, on constate une interpénétration entre le capital financier industriel de plus en plus forte, puisque les investissements nécessaires à avoir ces technologies d'économie d'échelle font qu'il est absolument indispensable d'obtenir des capitaux et que le secteur manufacturier lui-même ne peut pas le faire. Alors, dans cette période de grande dépression consécutive à la crise financière, caractérisée par cette concurrence intensive, on va avoir émergé de plus en plus de protectionnisme. Donc, évidemment, on a la montée du protectionnisme allemand dès 1879. On a l'adoption de la loi Méline en France au début des années 90, du tarif McKinley aux États-Unis à la même période. Et même la Grande-Bretagne, en fin de période, au début du XXe siècle, contemple la possibilité de faire une notion de préférence impériale, ce qui empêcherait aux produits allemands ou américains d'être vendus au sein des colonies britanniques. Alors ça va échouer de peu au Parlement, mais le ministre Chamberlain va proposer cette mesure. En tout cas, ce qui va se produire en Angleterre pour la première fois, c'est des campagnes de Buy British. Donc n'achetez pas les produits allemands, n'achetez pas les produits américains, achetez British. Donc on peut dire que quelque part, justement consécutif à cette période, commence à arriver en Angleterre un sentiment plus protectionniste, moins libre-échangiste. Alors, on a une nouvelle vague d'expansion impérialiste capitaliste à ce moment-là. Pourquoi? Pour garantir des débouchés de matières premières, évidemment, pour des accès aux matières premières, mais évidemment des débouchés, puisqu'on est dans cette optique où on n'a pas de possibilité d'augmenter la croissance à l'intérieur de l'espace national vu la concentration du capital, et qu'il y a des possibilités de faire fructifier le capital là où la composition organique du capital est plus faible, c'est-à-dire dans les pays beaucoup moins avancés, qui vont être les colonies. C'est un phénomène qui a été largement bien expliqué par Ernest Mandel dans le traité d'économie marxiste. Si vous revenez assez classique sur le chapitre sur le monopole et puis le chapitre sur l'impérialisme, on connaît assez bien ça. Alors c'est intéressant de voir d'ailleurs à quel point la Grande-Bretagne change. Si vous prenez, et Mandel d'ailleurs le cite explicitement, vous prenez le politicien Disraeli, qui va être chef du gouvernement britannique, Disraeli, en période de plein libre-échange dans les années 1850-1860, dit encore, parle des colonies en disant que c'est un poids, un fardeau qui pend au cou de l'économie britannique, alors que
dans les années 1880, même d'Israéli, sera en faveur de donner un titre de vice-impératrice des Indes à la reine Victoria et sera en faveur d'une politique d'expansion du territoire des colonies britanniques d'une manière dont on n'a jamais vu une telle accélération, c'est-à-dire entre 1876 et 1900. Alors, on voit évidemment cette période de Grande Dépression avec des innovations technologiques, la montée du protectionnisme entre 1879 et 1907, on commence par les Allemands, on termine par les Britanniques. Alors les Allemands ont trouvé un système pour contrer le protectionnisme à l'époque, qui est la cartellisation. Alors la cartellisation, c'est en fait de s'entendre sur les prix et les quantités. L'idée des grandes firmes allemandes, c'est de faire payer plus cher au consommateur national allemand les produits, de façon à pouvoir subventionner leurs exportations, et pénétrer ainsi les tarifs protecteurs des Français ou des Américains. Alors évidemment, cette politique de dumping, c'est-à-dire d'offrir des prix à l'exportation plus faibles que sur le marché intérieur, crée plus de concurrence et génère une réaction anti-allemande. Et face à ça, évidemment, finalement, la meilleure manière, en plus du protectionnisme tarifaire, de protéger des débouchés pour ses propres produits nationaux, c'est évidemment les colonisations et une colonisation protectionniste. Alors je citerai ici, on connaît probablement beaucoup d'entre vous, j'imagine, les passages de Jules Ferry dans Le Tonquin et la mère patrie, ce fameux ouvrage qui justifie la colonisation de l'Indochine par la France, au moment où Jules Ferry, dans les années 1880, est chef du gouvernement, et qui dit, voilà, l'Europe est saturée, ses marchés sont saturés, c'est une maison qui voit son chiffre d'affaires décliner, et il faut faire, je cite, surgir de nouvelles couches de consommateurs dans le monde. Et il poursuit en disant, c'est d'ailleurs pour ça que les marchés chinois appartiennent aux Européens. Puisque l'idée, évidemment, c'est de prendre l'Indochine, de développer d'ailleurs le chemin de fer entre l'Indochine et les provinces du sud de la Chine, pour pouvoir ensuite inonder le marché chinois, comme les Anglais l'ont fait à partir de la base de Hong Kong. Donc évidemment, on connaît où va mener cette course aux colonies. On va avoir une attitude plus à la fois impérialiste de la part de politiciens britanniques comme d'Israéli. On va avoir une attitude aussi beaucoup plus agressive et beaucoup plus tournée vers la croissance extérieure avec le passage de la diplomatie eurocentrée bismarckienne à la veille politique de Guillaume II, puisque essentiellement d'ailleurs Bismarck n'était pas très intéressé par l'empire colonial, poussait plutôt d'ailleurs la France à y aller pour ne pas s'occuper de l'Alsace-Lorraine, puisqu'elle avait perdu l'Alsace-Lorraine. Mais globalement, la politique de Bismarck n'était pas du tout une politique basée sur l'expansion coloniale. C'est une politique qui va venir beaucoup plus tard, soutenue par Guillaume II, quand, quelque part, les stratégies de dumping montrent qu'elles ne suffisent pas et qu'il faut s'assurer de nouveaux débouchés. Donc on va avoir des attitudes qui essayent de marquer les intérêts allemands au Maroc ou dans d'autres pays, avec la crise d'abord de Tanger en 1905, puis la crise d'Agadir. On va voir le projet du Bagdad-Ban, qui va essayer de créer un axe ferroviaire entre Berlin et Bagdad pour pouvoir étendre la zone commerciale allemande d'exportation de produits manufacturés vers l'Autriche-Hongrie et l'Empire ottoman, et à partir de l'axe de Bagdad, pénétrer éventuellement sur le marché de l'océan Indien et sur la Chine, puisque le Bagdad-Ban est une manière aussi de contrer le canal de Suez, qui est dominé par les Français et les Britanniques, et d'avoir un autre accès au marché asiatique pour le capitalisme allemand. Alors, cette veille politique et le renforcement de l'impérialisme britannique vont amener à une course aux armements entre la Grande-Bretagne et la France, entre la Grande-Bretagne et l'Allemagne, qui est très connue, c'est celle de l'amiral von Tirpitz contre l'amiral Fischer pour l'amirauté britannique, et qui va évidemment attirer le nationalisme de part et d'autre, repris dans la presse, sur le nombre de cuirassés respectifs des deux nations. Alors, ça va aussi se traduire par un des points, évidemment, de contradiction géographique entre le projet du Bagdad-Ban allemand et la tentative de contrer l'expansion commerciale allemande. Ce sera autour des Balkans, qui sont évidemment la zone clé pour pouvoir assurer cette continuité allemande, où évidemment les Français et les Britanniques vont soutenir les Serbes contre l'Empire austro-hongrois, créant une situation de plus en plus instable qui amènera finalement à la Première Guerre mondiale. Alors, on voit tout de suite, vous voyez clairement la part de commerce mondial
chute sans cesse à la fin du 19e siècle, et on voit émerger l'Allemagne, hein, vous voyez très fortement ici en 1913, vous voyez également les États-Unis, dans une moindre mesure la France. Si on regarde évidemment la part des exportations mondiales de produits manufacturés en 1913, là vous voyez vraiment que l'Allemagne est vraiment en concurrence directe, plus même que les États-Unis, parce que les États-Unis ont leur grand marché intérieur. Donc évidemment, bon, c'est quelque chose qui montre que c'est cette fin d'hégémonie britannique qui, à ce moment-là, va amener à ce conflit entre nations capitalistes qui est la Première Guerre mondiale. Alors si on prend la crise de 29, la crise de 29, c'est une situation différente, parce qu'il n'y a pas d'hégémonie comme il y en a eu jusqu'en 1914 de la Grande-Bretagne. Il y a les effets de la Première Guerre mondiale qui ont considérablement affaibli la Grande-Bretagne. On voit qu'en 1913, la Grande-Bretagne est déjà rattrapée. On voit une poursuite de l'érosion commerciale de la Grande-Bretagne. La balance commerciale est plus favorable aux États-Unis qu'à la Grande-Bretagne. Et on voit une pénétration des IDE, des investissements directs étrangers américains en Europe et en Grande-Bretagne. C'est l'époque de l'entre-deux-guerres. On va voir la Ford qui fait des usines à Dagenham, on va voir General Motors qui va se développer sur le continent, General Electric. Donc il y a évidemment une situation où quelque part la perte de leadership de la Grande-Bretagne s'accélère et la montée en puissance des États-Unis s'accélère. D'ailleurs à l'époque, Trotsky avait envisagé qu'il était possible qu'il y ait un conflit entre les États-Unis et la Grande-Bretagne pour cette lutte hégémonique. Ce qui va se produire, c'est que en fait, l'hégémonie financière passe des Britanniques aux États-Unis. La balance des paiements britanniques devient débitrice par rapport aux États-Unis et les États-Unis deviennent des créditeurs nets. Et la situation où économiquement il y a déjà une certaine hégémonie américaine, si on regarde les aspects commerciaux et financiers, ne se traduit pas par une hégémonie géopolitique. Donc le gouvernement américain choisit l'isolationnisme par crainte des instabilités, notamment révolutionnaires, et des coûts financiers des interventions militaires globales. N'oublions pas évidemment qu'il y a l'affaire de la révolution russe et l'affaire des instabilités liées à l'effondrement des systèmes impériaux en Europe. En plus, il y a un certain dynamisme du marché intérieur américain dans les années 20 et une possibilité de pénétration du capital américain dans le système de statu quo économique. C'est-à-dire que quelque part, sans colonisation, sans même on va dire renforcement de l'appareil militaire américain, les multinationales américaines pénètrent très facilement en Europe dans les années 20, surtout en Allemagne. Évidemment en Allemagne parce que l'Allemagne est dans une situation économique assez grave et que le système d'assistance financier que produit les États-Unis à l'Allemagne à travers les plans Dance et Young pour quelque part apporter les capitaux nécessaires à la fin de la crise monétaire allemande, de l'hyperinflation, fait qu'il est beaucoup plus facile pour le capitalisme américain de pénétrer le marché allemand. On va voir par exemple, General Motors en 1929 va prendre le contrôle d'Opel, qui est quand même la plus grande firme de l'automobile, qui est quand même un vecteur porteur de l'Allemagne. General Electric va prendre 30% de AEG, Allgemeine Elektrikergesellschaft, qui est le concurrent direct de Siemens, et dans les produits électriques, c'est l'ancêtre de l'informatique et des nouvelles technologies, c'est vraiment un secteur porteur de l'époque. Eh bien, dans ce secteur-là, les Américains vont réussir à prendre les deux très grandes firmes leaders allemandes. Alors, on a une interdépendance économique croissante, surtout entre l'Allemagne et les États-Unis, puisqu'il y a toute une série de capitaux et des Américains qui sont interpénétrés, qui sont dans l'économie allemande, mais même au Japon, on va avoir beaucoup d'investissements directs américains au Japon, en Autriche, à travers l'Europe continentale. Pourtant, cette interpénétration, cette interdépendance économique croissante ne va évidemment pas empêcher un conflit d'arriver entre l'Allemagne et le Japon, qui sont pourtant probablement des économies avec lesquelles il y a le plus d'interpénétration de capital de la part des États-Unis. Alors, on a la crise de surproduction et la crise financière. Je n'ai pas le temps ici de revenir sur les origines, mais elles sont très largement connues. Il y a notamment la multiplication du crédit automobile, qu'on peut un peu comparer quand même à les crédits immobiliers de la bulle de 2008. Les spéculations boursières qui en ont suivi à cause du développement du secteur financier américain, qui donne lieu évidemment au crash de 1929. Alors la situation, c'est qu'on a évidemment, comme dans la crise de 2008, une crise financière mondialisée, puisque les capitaux américains vont se retirer d'Allemagne et d'Autriche et plonger ces pays dans la crise. Il y a un crédit crunch qui passe à l'économie réelle,
et qui détruit les capitaux nécessaires à la relance du capitalisme. Et l'État est finalement le garant des marchés. Donc on va voir que c'est soit à travers ce qu'on a appelé des politiques keynésiennes, enfin inventées avant Keynes, hein, le New Deal, les projets d'infrastructure nazis, ou par le protectionnisme, par exemple le repli impérial, le système britannique à partir de 1932 impose un tarif prohibitif à tous les produits qui voudraient rentrer sur les marchés du Commonwealth. Les États-Unis vont faire le tarif Smoot-Hawley, qui a à peu près le même effet, hein, avec des tarifs de 50 à 60%, il empêche les produits d'arriver. Donc c'est l'État qui garantit à ces capitalistes ces marchés. Et évidemment, le protectionnisme, il induit une fragmentation des marchés, ce qu'on a appelé aussi une démondialisation à l'époque, puisqu'on est revenu en arrière, on est venu sur des économies plus nationales. Mais évidemment, cette intervention de l'État n'est pas suffisante pour générer une relance du capitalisme. D'abord parce que les États ont un faible poids dans le PIB comparé à maintenant. Et puis, il y a d'autres aspects internes propres aux contradictions du capitalisme qui sont nécessaires de dépasser. Par exemple, la crainte des organisations ouvrières. Hein, pour le capitalisme allemand, une des seules manières de sortir de la crise, c'est par un certain modèle de compétitivité qui nécessite l'écrasement des salaires et pour ça la destruction des organisations syndicales. En plus, dans cette période de crise, il y a la peur d'une insurrection de type bolchevique en Allemagne qui est très claire au sein des dirigeants industriels allemands et qui va les pousser à soutenir des dictatures militaires capables d'écraser les organisations ouvrières que représentait par exemple le nazisme ou le pétainisme. Alors, on est dans une situation où il y a une absence d'hégémonie militaire. C'est-à-dire que, contrairement à la situation même d'avant 14, où on voit déjà une contestation de l'hégémonie britannique, mais clairement différente à la situation de 2008, où on va voir les États-Unis ont une position hégémonique, dans les années 30, il n'y a pas de position hégémonique militaire claire. La première armée terrestre, c'est l'armée de la France, au début des années 30, c'est assez particulier, la plupart des gens ont tendance à ne pas se rendre compte de ça. Enfin, la France est la première armée terrestre mondiale au début des années 30. Vous avez la première, évidemment, force navale, c'est la Grande-Bretagne, mais les États-Unis, le Japon commencent à constituer des forces navales, l'Allemagne et l'URSS sont en train de se réarmer, mais il n'y a pas de clair leadership en matière militaire. Et donc, l'option de l'expansion militaire pour obtenir des marchés semble possible et complémentaire aux relances. Alors, possible parce que le Japon peut penser qu'en prenant l'Asie orientale, il n'aura pas de réaction directe des États-Unis qui n'ont pas une avance, si ils ont une avance économique considérable, mais pas une avance militaire directe à ce moment. Donc, ils pensent que le one-shot, le fait accompli, va pouvoir fonctionner. Du côté de l'Allemagne, clairement, il y a une tentative progressive de se réarmer. De toute façon, il n'y a pas le choix. Si vous regardez les finances publiques allemandes, à partir de 1935, elles ne sont plus rendues publiques. Les budgets sont secrets sous le nazisme. Et en fait, elles sont financées largement par la grande industrie à travers des mécanismes fictifs de banques fictives, la banque Mesto notamment, qui en fait prête aux industries pour les commandes publiques de l'État, mais qui finance cette banque? Les industries elles-mêmes. Donc les industries se prêtent pour financer les travaux publics nazis. Bon. À un moment donné, il faut l'invasion des pays voisins pour aller piller l'économie tchécoslovaque, prendre l'or tchécoslovaque, prendre la firme Skoda et le revendre aux firmes allemandes. Donc les travaux publics d'Hitler, ils n'avaient, dans l'état des finances publiques Hitler, comme conclusion logique, que l'adhésion militaire. Il n'y avait pas d'autre possibilité économique au capitalisme allemand. Alors, si on doit comparer la situation de 2008, on a une érosion de la puissance américaine depuis les années 60, depuis la reconstruction des économies européennes en Asie orientale aussi, notamment du Japon. On voit déjà des idées européens, des investissements directs étrangers européens aux États-Unis, ce qui est une signe quand même d'affaiblissement des États-Unis, puisque des multinationales européennes et japonaises ont commencé à pénétrer le territoire américain. Alors on voit une industrialisation accélérée de grands pays du tiers-monde et de l'Asie orientale, qui progressivement, on peut dire que le summum américain c'est dans les années 50, mais qui a déjà, à partir des années 70, on voit sa part dans l'économie mondiale diminuer, on va le voir. L'éclatement du système de Bretton Woods montre aussi la fragilité du système capitaliste américain, parce qu'il est, évidemment, l'éclatement arrange les intérêts à court terme du capitalisme américain, mais elle ne pose plus le dollar comme monnaie incontestable de référence. Et elle permet l'émergence d'autres monnaies de réserve, comme le yen, le Deutschmark, et puis finalement l'euro. C'est encore la monnaie évidemment dominante, malgré qu'il n'y ait plus de système institutionnalisé comme à Bretton Woods. Les États-Unis en ont bien profité, on a vu en termes de rapport de force
dans le cadre des accords du Plaza ou de la politique de benign neglect de la Banque centrale américaine, au détriment des autres économies capitalistes qui ont souvent payé pour ces politiques américaines, l'économie japonaise et allemande surtout. Mais néanmoins, le dollar n'a plus le statut qu'il avait au début des années 50 comme monnaie de référence. Alors on voit une baisse du taux de profit des États-Unis, bon, et en Europe dans les années 70. Je ne vais pas ici revenir malheureusement sur tout ce qu'on a fait pour restaurer le niveau de taux de profit, parce qu'il me reste que 5 minutes, donc je vais un peu 2, donc voilà, je vais essayer d'aller un peu ici. Bon, je vais faire court en 2 minutes. Le capitalisme américain, une des manières de répondre à cette chute tendancielle du taux de profit qui s'est produit à la fin des années 60, ça a été évidemment d'écraser notamment les organisations ouvrières à partir des années 80 avec la politique de Reagan, aussi d'affaiblir les organisations ouvrières en procédant à des délocalisations vers des pays d'Asie orientale et puis même vers le Mexique dans le cadre de l'ALENA, et de jouer sur cet effet de désindustrialisation et de délocalisation. Ça a amené évidemment à une diminution des salaires considérable. Le salaire américain a baissé de 40%, le salaire minimum américain, entre la fin des années 60 et le début des années 2000. On a parlé d'une descente considérable qu'on n'a pas encore vue en Europe, que peut-être la crise de 2008 va faciliter. Mais évidemment, pour que le système ait un dynamisme, il fallait continuer à faire consommer les ménages, et donc on a stimulé l'endettement, d'abord par les cartes de crédit, et puis ensuite par les prêts hypothécaires et la capacité d'emprunter sur l'hypothèque de son bien immobilier. Évidemment, on a été jusqu'au bout de cette logique en augmentant l'effet de levier grâce à l'épargne mondiale, c'est-à-dire en transformant les titres de créances aux Américains, aux ménages américains endettés, et en les vendant aux économies, notamment chinoises, japonaises et allemandes, qui en ont pris à travers la vente de systèmes, la vente de produits financiers. Alors, si on regarde aujourd'hui le système capitaliste américain, il est dans une fragilité importante puisqu'il est caractérisé par un endettement de l'État qui s'est considérablement accru et un endettement des ménages qui est là pour rester. Mais il a quand même encore une position hégémonique. Si on regarde au point de vue technologique, si on regarde le nombre de firmes américaines dans le top 500, ils sont encore les premiers. Si on regarde la place financière américaine, même si on va le voir qu'elle a des structures à long terme d'affaiblissement, elle est encore la première. Néanmoins, on voit évidemment la possibilité de la Chine, éventuellement, d'avoir des capacités de contester cette hégémonie américaine à long terme, c'est-à-dire au moins d'ici 2 à 3 décennies. Alors, je vais simplement montrer quand même aussi cette position hégémonique britannique américaine du point de vue des dépenses militaires. Aujourd'hui, la Chine n'est qu'à 5,8. Bon, alors, ce sont des estimations du CIPRI, donc on peut monter dans les estimations les plus défavorables à la Chine à 8% des dépenses militaires mondiales, et les Américains sont à plus de 40%. Alors, si on regarde en se basant sur les taux de croissance qu'on attend de l'économie chinoise, bon, je donnerai les slides à ceux qui veulent aller plus loin parce que je n'ai pas assez de temps pour les développer ici, mais voilà un peu ce qu'on attend. C'était les prévisions faites par Goldman Sachs en 2003 qui vous montrent comment en 2050 l'économie chinoise pourrait dépasser celle des États-Unis. Si on prend les prévisions qui ont été faites en 2003, si on regarde l'année 2011, on voit que par rapport aux prévisions de Goldman Sachs qui sont ici, ce qui s'est passé effectivement depuis la crise, c'est que l'écart se réduit beaucoup plus vite. Donc on ne pense pas qu'il va falloir attendre, comme les prévisions de Goldman Sachs, 2043 pour le rattrapage des États-Unis, mais un taux de croissance ralenti pour la Chine, hein, donc on envisage un ralentissement du taux de croissance puisqu'on sait qu'il n'était pas soutenable. On s'attend à ce que le rattrapage se fasse pour 2030 ou 2035. Donc on parle ici. Alors si on essaye de dire, voilà, les dépenses militaires actuelles, 4,6% du PIB pour les États-Unis et 2,5% pour la Chine, eh bien on arrive à partir de 2050 à une situation où clairement l'hégémonie américaine va pouvoir être plus facilement contestée, pas par la Chine seule, mais une situation complètement différente de 2008. Donc quelque part, si on veut essayer de voir un peu les scénarios qui existent, on n'est clairement pas dans l'émergence d'un super ou d'un hyper-impérialisme, hein, pour reprendre les termes de Mandel dans le troisième âge du capitalisme, c'est-à-dire soit d'un État mondial,
parce que visiblement, il n'y a pas, justement, on n'évolue pas du tout dans cette logique-là, on évolue vers un monde où les rivalités interimpérialistes vont être plus fortes, ni d'un super-impérialisme dominé par les seuls États-Unis, où les États-Unis domineraient l'ensemble de la planète. Là, justement, on voit que financièrement, en termes de dépenses militaires, de croissance et de part dans le commerce mondial, ce n'est pas un scénario crédible pour les 3 prochaines décennies. L'hégémonie américaine, elle va empêcher l'option de l'expansion militaire dans cette crise actuelle en 2008, mais dans 20 ans, la situation sera probablement radicalement différente et permettra des options militaires comme options par des grands pays. Alors, il y a une différence évidemment à la crise de 29, c'est qu'il n'y a pas de crainte des organisations ouvrières aujourd'hui. Ce qui fait que quelque part, il n'y a pas besoin de dictature militaire. Les mouvements qu'il y a en Grèce aujourd'hui ou en Espagne sont quand même infiniment plus faibles que ceux que le prolétariat allemand pouvait faire craindre au capitalisme allemand ou le prolétariat italien au début des années 20. Ça n'a évidemment rien à voir. Donc aujourd'hui, on peut constater, sans dictature militaire ou sans passage en fascisme, une aggravation des conditions ouvrières avec un renforcement de la répression de l'État bourgeois classique, mais dans une forme classique. Et donc, les tendances économiques, elles indiquent une accélération de l'érosion américaine. Et ça permet de dire que dans une configuration hégémonique où les États-Unis sont encore premiers, mais tous les indicateurs montrent qu'ils vont avoir un affaiblissement sérieux sur le plan commercial, financier et militaire, la situation est plutôt comparable effectivement à celle de 1873 comme crise que celle de 1929. Voilà, merci, désolé d'avoir un peu dépassé.